2 jours après l'enterrement de grand-mère, j'étais toujours dans sa cuisine. Puis mon frère m'a envoyé un message, « Nous sommes aux Maldives. Nous n'arrivons pas à accéder au compte de grand-mère. » Je n'ai rien dit. Heureusement que j'avais déplacé les 235 000 € de grand-mère. Il a paniqué quand ma grand-mère est décédée un mardi. 2 jours plus tard, alors que j'ouvrais sa boîte à recettes, mon frère m'a envoyé un texto depuis les Maldives. Nous venons d'arriver. Il pensait que les 235 000 € de grand-mère l'attendraient toujours. Ce n'était pas le cas. Je m'appelle Claire. Je travaille comme kinésithérapeute à domicile. Je vais chez les gens et je les aide à se souvenir comment se lever, comment marcher jusqu'à la salle de bain, comment atteindre l'étagère du haut sans tomber. La plupart de mes patients sont âgés. Beaucoup d'entre eux vivent seuls. Mon travail ne consiste pas vraiment à faire des exercices. Il s'agit de remarquer les petites choses qu'ils ne disent pas à voix haute. Une grimace qu'ils essaient de cacher. Une étagère devenue trop haute pour eux. Le regard sur leur visage quand quelqu'un d'autre doit faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire eux-mêmes. J'ai appris à voir ces petites choses grâce à ma grand-mère, des années avant de savoir que j'étais en train d'apprendre. Je veux vous parler d'elle avant d'en venir à mon frère, car si vous ne la comprenez pas d'abord, l'histoire de mon frère n'aura pas l'impact qu'elle doit avoir. Elle était le genre de femme qui gardait les choses chaleureuses après que le reste de la famille avait oublié comment faire. Mon grand-père était décédé bien avant elle. Elle n'a pas vendu la maison du lac. Elle est restée. Elle gardait la balancelle du porche bien entretenue. Elle allumait une petite lampe à la fenêtre de devant chaque soir à 17 h sans faute, parce qu'elle disait qu'une maison devait aussi avoir l'air habité de l'extérieur. Quand j'étais enfant, si j'avais des difficultés à l'école, elle ne me posait pas de questions à ce sujet. À la place, elle préparait quelque chose dans sa cuisine. Du pain à la banane, un coblé, quelque chose avec de la cannelle. Le temps que la maison embaume ce qu'elle préparait, j'avais généralement oublié ce qui m'avait rendu triste. Je montais à la maison du lac les week-ends, même après être assez grande pour avoir ma propre vie. J'y ai emmené mon mari Daniel pour la première fois il y a 6 ans, et je l'ai regardé l'observer tranquillement. De la manière dont elle observait tout le monde. Elle lui a préparé du thé glacé sucré. Elle a décidé qu'il était bien en environ 4 minutes. Il parle encore de cet après-midi-là. Mon frère s'appelle Evan. Il a quelques années de plus que moi. C'est lui qui a toujours eu la meilleure chambre en grandissant. C'est celui pour qui nos parents trouvaient des excuses quand il était enfant et celui pour qui les proches trouvaient des excuses quand il est devenu adulte. Evan a toujours eu des problèmes financiers. Personne n'a jamais prononcé cette phrase à voix haute, mais tout le monde l'a toujours su. L'entreprise qui devait fonctionner n'a pas fonctionné. Celle d'après non plus. Et celle d'après non plus. Sa femme, Léa, est un peu plus maligne que lui. Elle le gère. Elle gère aussi l'image qu'il renvoie aux autres. Elle est très douée pour ça. Léa n'était pas imprudente comme Evan. Elle aimait les plans, les versions propres des choses, ce qui est un autre genre de problème. Quand ma grand-mère est tombée malade, quelque chose a changé en eux deux. Ils ont commencé à venir plus souvent. Pas d'une manière qui l'aidait, mais d'une manière qui posait des questions. Evan a commencé à dire des choses au dîner de famille comme « Quelqu'un a parlé de ce qu'il adviendra de la maison du lac ?» Léa a commencé à me poser des questions douces au téléphone sur le compte d'épargne. Un dimanche après-midi, assise sur le porche de ma grand-mère pendant qu'elle dormait à l'intérieur, Léa m'a demandé si l'épargne était séparée de la maison ou si tout était groupé. Elle l'a demandé comme on demande la météo. Je ne lui ai pas répondu. J'ai changé de sujet. Je suis rentré chez moi ce soir-là et j'ai appelé un avocat le lendemain matin. Une des dernières fois que je l'ai vue, elle était au lit. Elle était fatiguée de la manière dont les gens sont fatigués quand ils ont accepté quelque chose que le reste d'entre nous essaie encore de ne pas accepter. Je me suis assise sur le bord du lit. Elle a levé la main et a commencé à me tresser les cheveux comme elle le faisait quand j'avais 6 ans. Lentement, ses doigts ne bougeaient plus aussi vite, mais il se souvenait comment faire. Je n'ai pas bougé. Je n'ai rien dit. Je pense qu'elle savait. Je pense que je savais aussi. Mais nous ne l'avons pas dit à voix haute. Nous sommes juste restés assises là et avons laissé ses mains faire ce que ses mains se souvenaient encore de faire. Elle est décédée une semaine plus tard. Je n'ai pas pleuré à l'enterrement. J'avais pleuré la veille au soir,
seul dans ma voiture sur un parking devant l'unité de soins palliatifs. Au moment où les gens se tenaient debout à manger des gratins dans sa cuisine, j'étais en route pour le bureau d'un avocat. Ma grand-mère avait préparé la plupart des choses elle-même, discrètement, des mois à l'avance. Mon travail n'était pas de me battre pour quoi que ce soit. Mon travail était de terminer ce qu'elle avait déjà commencé. La maison du lac me revenait. Le compte d'épargne me revenait, 235 000 €. Elle avait tout arrangé pour qu'à la fin de cette semaine, l'argent soit déjà sur un compte auquel seul moi pouvais légalement accéder. Pas Evan, pas Léa, personne. Quand j'ai demandé à l'avocat pourquoi elle avait fait les choses de cette manière, il a fait une pause. Puis il m'a dit ce qu'elle lui avait dit quand ils avaient tout mis en place. Elle avait dit, Evan se battra avec elle pour ça. Il le fait toujours. Mieux vaut qu'elle l'ait avant qu'il ne le sache. J'étais assise dans ce bureau d'avocat et je tenais cette phrase entre mes deux mains. Ma grand-mère ne m'a pas tout laissé parce qu'elle m'aimait plus qu'elle n'aimait mon frère. Elle m'a tout laissé parce qu'elle savait exactement qui était mon frère, et elle avait eu raison à son sujet toute sa vie. Je suis monté à la maison du lac 2 jours après l'enterrement. Je suis entré. La maison sentait comme elle avait toujours senti, le citron et quelque chose de plus chaud en dessous. Je suis resté dans l'embrasure de la porte de la cuisine une seconde parce que je ne faisais pas encore confiance à mes jambes. Puis je suis entré. Sa vieille boîte à recettes en métal était sur le comptoir où elle la gardait toujours. Peinture verte à l'extérieur, cabossée dans un coin depuis la fois où je l'avais fait tomber quand j'avais 8 ans. J'ai posé mon sac sur le comptoir. Je me suis assise sur le tabouret de la cuisine. J'ai tiré la boîte vers moi. Je l'ai ouverte. Il y avait des fiches à l'intérieur, comme il y en avait toujours eu. Des fiches cartonnées jaunies sur les bords, son écriture. Mais en commençant à les parcourir, j'ai réalisé qu'elle avait fait quelque chose que j'ignorais. Elle avait écrit des notes au dos de celle-ci. Pas pour des recettes, pas pour la cuisine, juste pour elle-même. Des petits bouts de phrases de sa petite écriture soignée. La fiche du Coblé aux pêches avait une note au dos, au crayon. Elle disait, pour quand tu as besoin que la maison sente comme chez soi. La fiche de la soupe au poulet disait, pour Claire quand elle est malade. Un peu plus de gingembre, juste comme elle aime. La fiche du pain à la banane disait, celui qu'elle volait sur le comptoir quand elle avait 6 ans. J'étais assise sur ce tabouret de cuisine avec une pile de fiches cartonnées sur les genoux, et je les lisais une par une. Il y en avait des années, des petites phrases qu'elle s'était écrites à mon sujet, des choses qu'elle avait remarquées et ne m'avait jamais dites à voix haute. Des choses qu'elle avait portées dans sa cuisine tout ce temps. J'avais pensé que c'était moi qui portais quelque chose en montant là-haut les week-ends. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Je ne voulais pas le regarder. Je l'ai fait quand même. C'était Evan. 2 lignes. Nous venons d'arriver. Nous sommes aux Maldives. Une photo de 2 cocktails sur un balcon donnant sur un océan que je n'avais jamais vu. J'ai posé le téléphone face contre le comptoir à côté de la boîte à recettes. Je n'ai pas ressenti ce qu'il voulait que je ressente. Je ne me suis pas senti blessé. Je ne me suis pas senti choqué. Ce que j'ai ressenti était plus proche d'une confirmation. Ils ne faisaient pas leur deuil. Ils célébraient. Ce qu'ils ne savaient pas, assis dans cette chambre d'hôtel aux Maldives, en train d'ouvrir une bouteille de quelque chose de cher, c'est que j'avais déjà fini de fermer toutes les portes derrière eux. J'ai éteint mon téléphone. Je suis resté à la maison du lac cette nuit-là. Je me suis assise dans la cuisine de ma grand-mère avec sa boîte à recettes ouverte sur le comptoir, et j'ai lu chaque fiche qu'elle s'était jamais écrite à mon sujet. Quand je suis finalement rentré en voiture tard le lendemain matin, mon mari Daniel m'attendait sur les marches de notre maison. Il ne m'a posé aucune question. Il m'a juste serré dans ses bras dans l'entrée, puis il m'a fait une tasse de thé. Certaines personnes posent des questions, d'autres restent simplement dans la pièce avec vous. J'avais épousé l'une des secondes. C'était le seul coup de chance que j'ai eu cette semaine-là. Mon téléphone est resté éteint pendant 3 jours. Je savais ce qui allait se passer quand je le rallumerais. Je n'étais pas pressé. Mon téléphone était face contre le comptoir de la cuisine quand je l'ai rallumé. Il s'est allumé pendant 1 minute entière. Messages, appels manqués, messages vocaux. Je n'en ai ouvert aucun tout de suite. J'ai d'abord fait du café. Je me suis assise à table avec le café et la boîte à recettes devant moi. Puis j'ai pris le téléphone.
La plupart des appels manqués venaient d'Evan. Quelques-uns de Léa. Il y en avait un d'un numéro inconnu qui s'est avéré être la banque, parce que quelqu'un avait essayé d'accéder au compte d'épargne à distance. Et la banque avait fait exactement ce que ma grand-mère et son avocat avaient prévu qu'elle fasse. Elle avait demandé une vérification d'identité qu'Evan et Léa ne pouvaient pas fournir. Elle avait gelé la tentative. La banque m'avait appelé parce que mon nom était le seul sur le dossier autorisé à faire quoi que ce soit avec cet argent. Le téléphone a sonné dans ma main alors que je regardais encore l'écran. C'était Evan. J'ai répondu à la troisième sonnerie. J'ai dit bonjour de la manière dont on dit bonjour quand on sait déjà ce que la personne à l'autre bout du fil va dire. Il n'a pas pris la peine de saluer. La voix qu'il utilisait quand il voulait quelque chose avait disparu. Ce qui restait en dessous, c'était la version de lui que je connaissais depuis l'enfance. Il a dit, « Claire, il y a un problème avec le compte de grand-mère. » J'ai dit, « Il n'y a aucun problème. » Il a dit, « Nous ne pouvons pas y accéder. » J'ai dit, « Je sais. » Il y a eu 1 ou 2 secondes de silence. Il ne savait pas quoi faire de ce que je venais de dire. Il s'était attendu à de la confusion de ma part. Il s'était attendu à ce que je lui demande ce qu'il voulait dire. Il s'était attendu à me guider à travers tout ça. Il ne s'était pas attendu à ce que je sache déjà. Il a dit, « Qu'est-ce que tu as fait, Claire ?» J'ai dit, « Je n'ai rien fait. C'est grand-mère qui a tout fait. » Je l'ai entendu prendre une grande inspiration à l'autre bout du fil. Je pouvais presque le voir le faire. Debout dans une chambre d'hôtel aux Maldives, Léa probablement à quelques mètres de lui avec la main sur la bouche, lui essayant de trouver la version de lui-même qui allait le sortir de là. Il a dit, « Claire, nous devons en parler. » J'ai dit, « Profite de ton voyage, Evan. » J'ai raccroché. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Je suis resté assise là 1 minute, les 2 mains à plat sur la table. Ma grand-mère connaissait mon frère mieux qu'il ne s'était jamais connu lui-même. Elle avait passé des décennies à l'observer et elle avait pris sa décision en se basant sur ce qu'elle avait observé. Je veux vous raconter ce qui s'est passé ensuite, car c'est la partie de l'histoire qui vous dit qui est vraiment mon frère sous toutes ses voix douces. Il m'a rappelé 12 fois cet après-midi-là. Je n'ai pas répondu. Il m'a envoyé un message me disant que je surréagissais. Il m'a envoyé un autre message environ 1 heure plus tard expliquant qu'en fait, il ne pensait pas que je surréagissais. Il était juste contrarié. Il m'a envoyé un 3e message plus tard dans la soirée me disant qu'il m'aimait et que nous devions régler ça en famille. Au 5e ou 6e message, il demandait. Au 9e ou 10e, il suppliait. Chaque message avait une voix légèrement différente. Aucune d'entre elles n'était la voix qu'il avait utilisée au téléphone la première minute. Celle-là avait été réelle. Les autres n'étaient que des tentatives de sa part de trouver une version de lui-même à laquelle j'ouvrirais la porte. Il a continué toute la journée suivante. Il a envoyé un long texto vers midi parlant des dettes, un plus court dans l'après-midi, me demandant si je me souvenais de la fois où il m'avait prêté de l'argent à l'université. Il m'avait prêté $200 pour un manuel quand j'avais 19 ans et je l'avais remboursé en 1 mois, mais il en parlait maintenant comme si c'était la preuve de quelque chose. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le lendemain matin, je suis retourné en voiture à la maison du lac. J'y suis retourné parce que je voulais être dans sa cuisine et parce que je voulais finir de lire la boîte à recettes. J'ai fait du café sur sa cuisinière. J'ai ouvert la boîte. J'ai continué, fiche par fiche. Il y avait une fiche de rôti de bœuf. Au dos, il était écrit, « Claire est restée l'hiver dernier quand son appartement a été inondé. » Elle ne voulait pas demander. Je le sentais. J'ai fait semblant d'avoir besoin d'aide dans le jardin pour qu'elle se sente utile. Je me suis souvenu de cet hiver. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Mon appartement avait été inondé. J'avais été gêné de demander à ma grand-mère si je pouvais venir rester chez elle. J'y étais allé en voiture quand même. Elle m'avait accueilli à la porte et m'avait dit qu'elle était contente que je sois venu parce qu'elle avait tout un projet dans le jardin qu'elle n'avait pas l'énergie de faire seule et si cela ne me dérangeait pas de l'aider. Je me suis senti mieux immédiatement. J'avais passé les 4 jours suivants à déterrer des bulbes avec elle, et je n'avais jamais réalisé qu'il n'y avait pas de vrai projet. Elle avait inventé le projet parce qu'elle savait que je ne la laisserais m'aider que si je pensais que je l'aidais. J'étais assise à la table de sa cuisine, tenant cette fiche dans ma main, et j'ai compris quelque chose à son sujet que j'aurais dû comprendre des années plus tôt.
Elle m'avait observé toute ma vie. Elle avait vu chaque petite chose que je n'avais pas dite à voix haute. Elle ne m'avait juste jamais fait sentir qu'elle m'avait vu, parce qu'elle savait que si elle l'avait dit à voix haute, j'aurais fermé la porte. Il y avait une autre fiche plus loin dans la boîte, une fiche simple. Pas de recette dessus, juste son écriture d'un côté. Elle disait, Claire était si silencieuse au dîner ce soir. J'aimerais qu'elle me dise quand quelque chose ne va pas, mais elle ne veut jamais être un fardeau. J'espère qu'elle sait qu'elle ne pourrait jamais en être un. J'ai lu celle-là 2 fois. Puis j'ai posé la fiche sur la table de la cuisine, et j'ai fait ce que je n'avais pas fait à l'enterrement. J'ai posé ma tête sur mes bras sur la table de sa cuisine et j'ai pleuré. Pas très longtemps, peut-être 4 ou 5 minutes. Je ne pleurais pas parce qu'elle était partie. Je pleurais parce qu'elle avait été là tout le temps. Elle avait été juste là, dans sa cuisine, à m'observer, à prendre des notes au dos de fiches cartonnées, et je ne l'avais pas su. Et maintenant je savais, et elle n'allait pas être là quand j'entrerais avec ce que j'avais compris. Je me suis essuyé le visage. J'ai fermé la boîte à recettes. Je suis resté assise là un moment de plus, la main posée sur le couvercle. Je suis rentré en voiture tard cet après-midi-là. Daniel était sur le canapé quand je suis entré. Il ne m'a pas demandé comment s'était passée la journée. Il s'est décalé pour que je puisse m'asseoir à côté de lui. J'ai appuyé ma tête sur son épaule. Il a posé sa main sur mon genou. Nous sommes restés comme ça un moment. Il a dit, « Tu as le droit de passer une mauvaise journée. » J'ai dit, « Je sais. » Il a dit, « Je voulais juste le dire à voix haute au cas où tu l'aurais oublié. » Je ne lui ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. C'était toute la phrase que j'avais besoin d'entendre. Je suis retourné à la maison du lac le lendemain matin. Je ne pouvais pas rester loin de cette cuisine. La boîte à recettes était toujours sur le comptoir où je l'avais laissée. J'ai continué à lire. Il y avait une dernière fiche glissée près du devant, comme si elle avait été sortie et remise récemment. La note au dos était une seule ligne. Elle disait, « J'espère qu'elle sait à quel point je l'aime. » Je ne le dis jamais assez. J'ai posé cette fiche sur le comptoir. Je n'ai pas lu les autres ce jour-là. Mon téléphone a de nouveau vibré sur la table. C'était Léa cette fois. Elle a écrit, « Claire, nous devons vraiment nous asseoir et en parler. » Elle a dit le mot ensemble. Elle a dit le mot famille. Elle a utilisé le mot malentendu. Elle était douée pour ses messages. Elle avait de l'entraînement. Je ne lui ai pas répondu non plus. Au cours des 2 jours suivants, les messages se sont ralentis. Puis ils se sont arrêtés. Puis leurs réseaux sociaux se sont arrêtés aussi. Pendant les premiers jours du voyage, Léa avait publié constamment. Piscine privée, dîner au coucher du soleil. Le hashtag pause de santé mentale sous une photo de cocktail. Après l'appel avec moi, elle n'a plus rien publié. Le voyage qui avait été une célébration 2 jours plus tôt s'était transformé en quelque chose qu'ils essayaient de traverser en silence. Il leur restait encore 4 jours sur la réservation. Il n'y avait rien à publier sur un voyage sur lequel on est coincé après avoir perdu la chose pour laquelle on s'était envolé. Je suis rentré en voiture le dernier jour de leur voyage. Daniel était dans la cuisine quand je suis entré. Il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il a dit, « Ils atterrissent ce soir. » J'ai dit, « Je sais. » Il a dit, « Il va vouloir une réunion. » J'ai dit, « Je sais. » Il a dit, « Tu veux que je sois là. » J'y ai réfléchi une seconde. Puis j'ai dit, « Non. » J'ai dit, « Celle-ci, c'était à moi de la gérer. » Le texto d'Evan est arrivé un peu après 23 heures ce soir-là. Ils avaient atterri. Il a dit qu'ils devaient se voir demain. Chez grand-mère. J'ai tapé un seul mot en retour. D'accord. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là. J'étais allongé dans le lit à côté de Daniel dans le noir et je pensais à la balancelle du Porsche, à la petite lampe à la fenêtre de devant et aux fiches cartonnées. Je pensais à la phrase que l'avocat m'avait dit que ma grand-mère avait prononcée. Mieux vaut qu'elle l'ait avant qu'il ne le sache. Je pensais à tout ce qu'elle avait su sur nous deux, depuis si longtemps, pendant qu'elle ne disait rien au dîner, souriait, faisait du coblé et prétendait avoir besoin d'aide dans le jardin. Demain, j'allais m'asseoir dans sa cuisine en face de mon frère, et j'allais dire la chose qu'elle avait su depuis toujours et avait été trop gentille pour la lui dire elle-même. Ils sont arrivés dans l'allée vers 10 heures le lendemain matin.
J'étais déjà dans la cuisine quand j'ai entendu la voiture. J'avais fait du café. J'avais remis la boîte à recettes sur le comptoir où ma grand-mère l'avait toujours gardée. Je n'avais pas sorti les fiches. Je n'en avais pas besoin. Ces fiches étaient à moi maintenant. Et il n'y avait rien que mon frère allait dire dans cette cuisine qui allait changer ce qu'elle contenait. Il est entré le premier. Il n'a pas frappé. Il est entré dans la maison comme il était toujours entré dans sa maison, comme si elle lui appartenait. Léa était derrière lui. Elle marchait plus lentement. Sa main était sur la lanière de son sac et ses jointures étaient blanches autour. Ils étaient encore bronzés du voyage. Cela semblait déplacé sur eux dans cette maison. Evan s'est assis à la table de la cuisine sans qu'on le lui demande. Léa est restée debout. Evan a prononcé mon nom. Il avait repris sa voix douce. Il a dit, « Claire, nous devons régler ça. Le compte, la maison, tout. » J'ai tiré la chaise en face de lui et je me suis assise. J'ai dit, « Il n'y a rien à régler, Evan. Grand-mère m'a tout laissé. C'est déjà fait. » Il a dit, « Ce n'est pas possible. » J'ai dit, « Si, et c'est fait. » Il s'est un peu reculé. Il a passé une main dans ses cheveux. Puis la voix douce a commencé à se fissurer. De la manière dont elle se fissure toujours quand la voix douce ne fonctionne pas. Il a dit, « Claire, c'est insensé. Tu l'as manipulée. Elle était malade. Tu étais ici chaque semaine. Tu avais accès et pas le reste d'entre nous. » Je l'ai regardé. J'ai laissé la phrase reposer sur la table entre nous pendant une seconde. Puis j'ai dit, « J'étais ici chaque semaine parce que personne d'autre ne l'était. » Léa a parlé pour la première fois. Elle a dit, « Claire, ce n'est pas juste. Nous sommes une famille. » Je l'ai regardé. J'ai dit, « Vous êtes allé aux Maldives 2 jours après son décès. Voilà ce que vous avez fait avec votre famille. » Léa n'a pas trouvé de phrase pour répondre à ça. Sa bouche s'est légèrement ouverte puis s'est refermée. Elle a regardé Evan. Evan regardait la table. Evan s'est penché en avant. Il a dit, « Claire, j'ai des dettes. » J'ai dit, « Je sais. Grand-mère aussi. C'est pour ça qu'elle me l'a laissé. » Il ne s'attendait pas à ce que je dise ça. Son visage a fait cette chose que son visage fait quand la pièce ne lui appartient plus. Il a ouvert la bouche pour répondre. Il n'avait pas de réponse. La phrase est restée là. Léa s'est tournée vers lui. Elle a dit, « Tu m'avais dit que c'était partagé. » Il n'a pas répondu. C'était la première chose honnête qu'il avait faite de toute la matinée. Léa est restée là une seconde avec son sac à la main, comme si elle décidait si elle était en colère contre moi, en colère contre lui, ou simplement fatiguée. Puis elle s'est retournée et est sortie. J'ai entendu la portière de sa voiture s'ouvrir et se fermer dehors. Evan était toujours assis à la table. Il n'avait pas bougé. J'ai dit, « Evan, je ne vends pas cette maison. Ni cette année. Ni l'année prochaine. Ni jamais. Tu peux venir en visite si tu décides un jour de vraiment venir en visite. Mais tu ne prendras rien. » Il a dit, « Tu ne peux pas simplement nous exclure. » J'ai dit, « Je ne vous ai pas exclu. Vous l'avez fait 2 jours après l'enterrement. » Je me suis levé. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Je l'ai ouverte. Je me suis tenu à côté et j'ai attendu. Il est resté assis à la table quelques secondes de plus. Puis il s'est levé. Il n'a rien dit d'autre. Il est passé devant moi. J'ai fermé la porte derrière lui. Pas fort, juste complètement. Je suis resté dans le couloir 1 minute, la main sur la poignée de porte. Puis je suis retourné à la cuisine. Je suis sorti par la porte de derrière et sur le porche. La balancelle était là où elle avait toujours été. Je me suis assise dessus. J'ai posé un pied par terre et j'ai poussé un peu. Les chaînes ont fait le petit bruit qu'elles ont toujours fait. Le lac était calme. Le soleil était presque levé. Je suis resté assise là longtemps. Je n'ai pas pleuré. J'étais simplement assise sur la balancelle où elle avait l'habitude de s'asseoir. Dans une maison que je n'avais pas à me battre pour garder. J'ai pensé à elle là-bas. Les derniers étés où elle pouvait encore descendre sur le porche toute seule.
Elle s'asseyait sur cette balancelle le soir avec une tasse de thé et regardait la lumière se déplacer sur l'eau. Je lui avais demandé une fois, tard un de ces soirs, à quoi elle pensait quand elle était assise ici toute seule. Elle m'avait regardé une seconde, puis elle avait dit, pas à grand-chose. Elle avait dit, j'aime juste le son. L'eau, le bois. Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. Assise sur cette balancelle le matin après le départ d'Evan, j'ai finalement compris. Certains endroits, on ne s'y assoit pas pour penser. On s'y assoit pour que les pensées s'arrêtent un petit moment. J'ai pensé à ma grand-mère sur cette balancelle. J'ai pensé à elle assise là, seule, les soirs où personne n'était venu la voir. J'ai pensé à tout ce qu'elle avait su sur son propre fils, à tout ce qu'elle avait su sur nous deux, et comment à la fin elle avait pris sa décision discrètement et tôt, et n'avait accablé personne du poids de celle-ci avant d'être déjà partie. C'est ce qu'elle était, une femme qui avait affronté les parties les plus difficiles de sa propre vie seule pour que le reste d'entre nous n'ait pas à le faire. Après un moment, je suis rentré à l'intérieur. Je suis allé dans la cuisine. J'ai tiré la boîte à recettes vers moi. Je l'ai ouverte. J'ai trouvé la fiche du Coblé aux pêches. La note au dos, de son écriture. Pour quand tu as besoin que la maison sente comme chez soi. J'ai fait le Coblé. J'ai tranché les pêches comme elle le faisait. Fine et un peu inégale. J'ai mesuré la farine dans le bol. J'ai mélangé. J'ai versé. J'ai mis le plat au four. Je me suis assise à la table de la cuisine pour attendre. La cuisine était silencieuse. Le seul bruit était le bourdonnement du four et un oiseau dehors. Au bout d'environ 15 minutes, l'odeur a commencé à sortir du four. C'était la partie à laquelle on n'était pas préparé. Je n'avais pas pleuré dans la cuisine pendant tout le temps où Evan y était. Je n'avais pas pleuré en fermant la porte derrière lui. Je n'avais pas pleuré sur le porche. Mais je me suis assise à la table de sa cuisine avec l'odeur de ce Coblé remplissant la pièce autour de moi. Et j'ai posé mes mains à plat sur la table et j'ai pleuré. Pas très longtemps, peut-être 3 ou 4 minutes. La cuisine sentait à nouveau comme elle, et mon corps le savait avant mon esprit, et elle n'allait pas revenir par la porte. Quand le minuteur a sonné, je me suis essuyé le visage. J'ai sorti le Coblé du four. Je l'ai posé sur le comptoir pour qu'il refroidisse. Daniel est arrivé environ 1 heure plus tard. Je lui avais dit ce matin-là de monter quand je l'appellerais. Je l'avais appelé depuis le porche après le départ d'Evan. Il n'a pas demandé comment ça s'était passé. Il est entré dans la cuisine. Il a posé sa main dans le creux de mon dos pendant 1 seconde. Puis il s'est assis à la table. J'ai mis 2 petites assiettes sur la table. J'ai mis une cuillerée de Coblé sur chacune. Il a pris sa cuillère. Il a pris une bouchée. Il a fermé les yeux 1 seconde, comme il le fait quand il goûte quelque chose avec attention. Il les a ouverts. Il a dit, « Claire, c'est vraiment bon. » J'ai dit, « C'est le sien. » Il a dit, « C'est le tien maintenant. » Je n'ai rien dit. J'ai pris ma cuillère et j'ai pris une bouchée aussi. Je me suis assise à la table de sa cuisine avec mon mari et j'ai mangé le Coblé aux pêches de ma grand-mère dans une cuisine pour laquelle je n'avais plus à me battre avec personne. Je ne me souviens pas avoir beaucoup parlé après ça. Je me souviens de la fenêtre au-dessus de l'évier. Je me souviens de la façon dont la lumière changeait dans la pièce à mesure qu'il se faisait tard. Je me souviens de la main de Daniel traversant la table à un moment donné et y restant jusqu'à ce que je mette ma main dans la sienne. Je me souviens de la dernière chose que je lui ai dite avant que nous ne rangions. J'ai dit, j'aimerais qu'elle sache que je sais. Il a dit, elle le savait. Elle a laissé les fiches, n'est-ce pas? Il ne l'a pas dit comme une grande phrase. Il l'a dit comme quelque chose de simple qu'on dit à quelqu'un qu'on aime dans une cuisine quand la journée est presque finie. Ma grand-mère m'a laissé une maison. 235 000 € et une boîte en métal pleine de recettes. Mon frère pensait qu'elle lui avait laissé quelque chose aussi. C'était le cas. Elle lui a laissé la vérité sur qui il était quand elle avait le plus besoin de lui. Je n'ai pas eu à me battre avec lui pour l'argent. Grand-mère avait déjà fait le plus dur. J'ai juste terminé. Je ne me suis pas battu avec lui pour la maison non plus. Je me suis battu pour ce qu'il y avait à l'intérieur, l'odeur de la cuisine, la balancelle sur le porche, et la preuve, de sa propre main, que j'avais été aimé tout ce temps. Si quelqu'un vous a aimé en silence et que vous ne l'avez compris que plus tard,
racontez-moi cette petite chose qui vous l'a fait réaliser. Une note, une habitude, quelque chose dont ils se sont souvenus.